Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Je reçois aujourd'hui le géopolitologue Marc Lavergne pour analyser la situation critique au Soudan. Et malgré la trêve, la situation reste en effet explosive. Le Maroc, comme beaucoup de pays, a déjà évacué diplomates et ressortissants présents dans le pays. Les combats s'intensifient entre l'armée du président Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son adjoint devenu rival, Hemeti. La situation s'enlise et le spectre d'une nouvelle Libye plane sur le Soudan. Nous en parlons donc avec vous, Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et à l'Université de Tours. Merci de vous joindre à nous. Je vous en prie. D'abord un mot sur la situation sur le terrain. La situation sur le terrain, elle est catastrophique, effectivement. Bon, maintenant, les diplomates étrangers sont partis et ça n'a absolument pas arrangé les choses, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire possible. Et c'est une lutte à mort. J'avais l'habitude de dire que c'était deux crocodiles dans le même marigot. Alors la question de savoir lequel des deux va l'emporter, bien sûr, et quelles vont être les conséquences pour le Soudan. Alors on a d'un côté une armée régulière et de l'autre une force irrégulière qui devait être intégrée dans l'armée, mais qui n'en a pas l'intention, qui avait plutôt intérêt ou l'intention de prendre l'armée. Parce que cette force irrégulière a beaucoup plus de moyens financiers que l'armée. Donc il y a d'un côté des gens qui ne cherchent qu'à piller le pays, prendre ses ressources, et d'autres qui sont les héritiers du système militaire et islamiste d'Omar al-Béchir. C'est l'armée régulière. L'armée régulière, c'est l'armée qui a dirigé le Soudan pendant 30 ans et qui ne veut pas perdre sa mainmise sur l'économie. Alors, ce ne sont que des raisons économiques qui ont poussé au conflit actuel. C'est un conflit, rappelons-le, qui oppose finalement deux hommes, al-Burhan d'un côté, donc ces forces régulières, ou cette armée régulière que vous évoquiez, et Hemeti. Mais la question qui se pose réellement, on se dirige vers le scénario d'une guerre civile. Or, les civils ne sont pas réellement impliqués dans ce conflit qui oppose ces deux hommes qui étaient autrefois, ils travaillaient ensemble. Ils étaient alliés. Le général al-Burhan était le numéro 1 et Hemeti, qui n'est pas général, qui n'est rien du tout, était numéro 2. Mais Hemeti voulait prendre la place d'al-Burhan. Donc tout ça n'est pas réglé, bien entendu. Ces deux forces, disons, se testaient pour savoir laquelle allait l'emporter. Et aujourd'hui, c'est simplement la force des armes qui peut faire la différence. Et puis aussi des soutiens extérieurs, bien entendu. Qui soutient aujourd'hui Hemeti ? Hemeti, il est soutenu, on l'a déjà pas mal souligné, par la Russie, qui lui livre des armes, et surtout qui est en contrat avec lui. C'est-à-dire que... Quand vous dites la Russie, est-ce que c'est le gouvernement russe ou les forces de Wagner ? Bon, ça ne fait pas une grande différence, c'est le masque ou le vrai visage. Mais c'est le gouvernement russe, bien entendu, à travers le groupe Wagner. Dans la facilité que ces forces donnent au groupe Wagner à passer de la Libye en Centrafrique en traversant le Darfour soudanais pour éviter l'armée française qui est au Tchad, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit une initiative du groupe Wagner. C'est la Russie qui est en guerre ailleurs et qui est en guerre ici, et qui a intérêt à allumer plusieurs feux sur la planète pour dégager la pression en Ukraine. Oui, mais quel intérêt du coup ? Est-ce que l'intérêt est économique ? Parce qu'on sait que la Banque centrale russe, effectivement, a acheté beaucoup d'or du Soudan pour renflouer ses réserves d'or. Est-ce que c'est de l'intérêt des Russes qu'il y a un conflit dans la mine d'or ? D'acheter à l'extérieur tout ce dont elle a besoin. L'or se monnaie plus facilement que les devises, que le dollar par exemple. Donc la Banque centrale russe, voilà, et on ne peut pas dire que la Banque centrale soit indépendante du gouvernement russe. Certainement pas. Voilà. Donc il y a vraiment une stratégie russe d'implantation au Soudan qui n'est pas nouvelle et qui se traduit par ce soutien. Mais alors, Hemeti
Et ces hommes ne sont pas idéologiquement du côté de la Russie, ils s'en fichent. Hein, eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est la puissance, c'est prendre le Soudan pour en faire un peu leur propriété. Alors, il y a aussi l'Arabie Saoudite, finalement, éventuellement les Émirats Arabes Unis, qui se sont demandés, qui ont des intérêts partagés des deux côtés. Oui. Hein, dans la mesure où ils ont des investissements au Soudan, ils cherchent une certaine stabilité, respectabilité. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit le groupe Wagner et la Russie qui s'implantent là, ça peut avoir des intérêts aussi pour leur affranchissement par rapport à l'Amérique, hein, Aux États-Unis, ouais. qui est en cours depuis déjà quelques années, et la préparation de l'après-pétrole finalement. Alors, vous avez évoqué les pays du Golfe, donc nommément l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Il y a aussi certaines voix qui s'élèvent pour décrier ce conflit par procuration que mènent deux autres acteurs, à savoir l'Égypte au nord et l'Éthiopie au sud du Soudan. Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien entendu. Quels deux acteurs ? Donc je disais, vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Il y a aussi des voix qui s'élèvent pour décrier d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce conflit au Soudan, à savoir l'Égypte au nord et l'Éthiopie. Et on parle d'une guerre par procuration de ces deux pays dans le Soudan. Non, alors ça, on peut faire de la géopolitique de comptoir, bien entendu, hein, oui. À partir de raisonnements qui tiennent la route, hein, parce qu'il y a une sorte de cohérence là-dedans. Mais dans la réalité, les choses sont beaucoup moins rationnelles. C'est-à-dire que l'Égypte est attirée dans cette crise, mais elle est plus embarrassée qu'autre chose. Finalement, tous ces pays, ce qu'ils veulent, c'est la stabilité du Soudan, sans la démocratie, bien sûr. Hein. Ils sont tous hostiles à la transition démocratique qui était défendue par des pays occidentaux comme la France et des institutions internationales. Mais après, la question des eaux du Nil, je crois que les acteurs qui s'affrontent au Soudan n'ont pas ça comme préoccupation. Hein. L'Égypte ne peut rien faire de toute façon, le barrage est construit, le barrage fonctionne, et les Soudanais, finalement, sont très heureux que ce barrage existe, parce qu'il les protège des inondations, Absolument. qui deviennent de plus en plus fréquentes avec le changement climatique, etc. Voilà. Donc, les Égyptiens ont toujours considéré les Soudanais comme des petits frères un peu turbulents, difficiles à maîtriser. Et il ne faut pas oublier que derrière tout ce panorama, il y a les frères musulmans qui ont dirigé le pays pendant 30 ans et qui sont toujours là, qui sont à la tête de grandes entreprises. Donc l'Égypte, aussi bien que l'Arabie Saoudite, peut-être les Émirats, sont inquiets de voir les frères musulmans à la manœuvre au Soudan pour reprendre pied derrière l'armée. Alors que Hemeti, lui, ne croit ni à Dieu ni à diable. Hein, c'est un homme d'argent, un homme de guerre. C'est pas du tout la même chose que la finance islamique, les banques islamiques et tous ces investissements dans le pétrole, dans l'agriculture, dans beaucoup de domaines qui sont finalement entre les mains d'hommes d'affaires soudanais richissimes et puis de toute cette galaxie islamiste. Alors, entre-temps, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le volet humanitaire. Il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit en urgence. Que doit-on attendre d'une telle réunion en sachant que vraiment la situation humanitaire se dégrade d'heure en heure, même pas de jour en jour? Est-ce que finalement la communauté internationale, à part l'Occident qui appelle à des sanctions, quand bien même celle-ci pourrait avoir un quelconque impact sur ce conflit, mais finalement sur le volet humanitaire, les Soudanais sont un peu livrés à eux-mêmes? Est-ce que que l'ONU peut encore faire quelque chose, encore moins l'Occident? Vous savez, la focale qu'on a est peut-être un peu trompeuse, parce qu'on a Khartoum, avec l'armée qui a des avions qui bombardent des quartiers, et les quartiers bourgeois, pas les quartiers populaires comme on pourrait s'y attendre. Donc ça fait des dégâts importants, bien sûr.
d'un autre côté, il y a les forces de Hemeti, hein, les Da'am es-Sarir, qui, eux, sont dans la ville et pillent, parce qu'ils n'ont pas de logistique, ils n'ont pas de caserne. Il faut qu'ils vivent sur l'habitant. Mais tout ça donne une image un petit peu réductrice, parce que Khartoum, ça n'est pas tout le Soudan. Et on voit, d'après les gens qui ont réussi à quitter la ville, que dès qu'ils franchissent les barrages à 5 km ou 10 km de Khartoum, la vie continue. Les magasins sont ouverts, les administrations fonctionnent. Alors, il n'y a pas de risque d'extension du conflit, professeur Lavergne. Donc, ça va vraiment rester dans Khartoum, pas dans d'autres régions du Soudan, voire même dans le Sud-Soudan, qui est encore un pays très instable. Non, il y a une autre région qui a feu et à sang, c'est le Darfour. Oui. C'est le pays de Hemeti. Et alors là, on a les milices tribales qui s'attaquent aux paysans, hein, pour prendre leurs terres. Donc là, personne n'est là-bas pour en parler. Mais ça, c'est tout à fait dramatique. À part ça, je dirais que pour l'instant, le reste du Soudan est à peu près calme. On voit qu'il y a maintenant des intérêts de l'Érythrée qui veut entrer dans l'est du Soudan. Il y a les Émirats qui veulent aussi venir sur la côte soudanaise. Le Sud-Soudan est dans un autre drame catastrophique, beaucoup plus grave, parce qu'on parle de centaines de milliers de victimes depuis l'indépendance. Mmh. Hein, l'indépendance qui était voulue par les Américains, mais il n'y a pas eu un kilomètre de route goudronnée construit au Sud-Soudan depuis 12 ans d'indépendance. Il n'y a pas une école, il n'y a pas un hôpital, il n'y a rien. C'est un désastre humain et humanitaire. Alors la question est de savoir comment on peut comparer les deux situations. Au Sud-Soudan, c'est surtout des luttes qui ont un caractère ethnique, ce qui n'est pas tout à fait le cas au Soudan. Au Soudan, c'est un aspect plus, je dirais, civilisationnel. Hein. Merci beaucoup. C'est le centre et la périphérie du Soudan qui s'opposent. Merci beaucoup, professeur Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS à l'Université de Tours. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.